Merci à tous de votre présence et merci au Comité français de la Chambre de commerce internationale d'avoir permis l'organisation de ce qui était à l'origine un petit déjeuner et ce qui est devenu de façon plus courante aujourd'hui un webinar. Alors, on parle de plus en plus de la technologie de la blockchain, dont la première application a été, je pense, la monnaie numérique dite Bitcoin. Aujourd'hui, on va essayer on va se demander, on va essayer de déterminer en quoi la blockchain peut être utile à la protection de la propriété intellectuelle. Nous intervenons tous, et c'est notamment dans le cadre de notre commission propriété intellectuelle au sein d'ICC France, nous intervenons tous dans le domaine de la propriété intellectuelle à des titres divers. Et il devient essentiel, me semble-t-il, que nous comprenions ce qu'est la technologie blockchain et que nous comprenions en quoi et comment cette technologie peut permettre la protection de certains droits de propriété intellectuelle et une protection qui soit bien sûr efficace et qui soit aussi incontestable, notamment en cas de litige. C'est-à-dire quand il faut que nous défendions un droit de propriété intellectuelle dont la validité ou l'existence peut être mise en cause. Il faut que nous comprenions, ça devient vraiment important, quels sont les avantages de cette technologie par rapport aux moyens classiques de protection des droits de propriété intellectuelle, et il nous incombe, à nous, acteurs de la propriété intellectuelle, au Comité français de la Chambre de commerce internationale, dont la déléguée générale vous dira un mot tout à l'heure, comment on peut être sensibilisé à cette nouvelle technologie et comment on peut mieux comprendre et mieux appréhender la manière dont elle est appliquée à la propriété intellectuelle. Alors, pour percer ce qui reste encore des mystères, plusieurs personnalités nous ont fait le plaisir d'intervenir. Alors, tout d'abord, on écoutera William Fauchou, qui est CEO de Blockchain Your IP, qui nous expliquera ce que c'est et qui va essayer de nous décrypter ce qu'est la blockchain. Puis, Isabelle Leroux, avocate, associée du cabinet Denton, spécialiste en propriété intellectuelle, nous dira comment cette technologie peut s'appliquer à la protection des droits de propriété intellectuelle et à leur défense. Isabelle nous donnera aussi, je crois, des informations sur ce qui se passe dans certains autres pays où il y a peut-être déjà des décisions de justice. Enfin, Sylvie Andorol, huissier de justice de l'étude Venezia et associés, nous exposera comment prouver l'existence et l'étendue d'un droit de propriété intellectuelle qui aura été protégé par la technologie de la blockchain et quel sera le rôle de l'huissier. Voilà le programme de cette heure et demie consacrée à la blockchain. Les participants qui souhaitent poser des questions peuvent le faire par écrit dans la rubrique questions et en fonction du temps que nous aurons, nous pourrons transmettre ces questions aux différents intervenants. Voilà, William, vous avez la parole pour environ 20 minutes si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour cette introduction. Alors, ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous présenter le protocole Bitcoin et ce sujet qui, moi, me passionne depuis bientôt 4 ans. Parce que, comme j'avais dit en introduction, je suis CEO de Blockchain Your IP. Et en fait, chez Blockchain Your IP, on développe une solution de protection de tout ce qui va être droit de propriété intellectuelle non enregistré, donc des créations, des innovations, des savoir-faire, des secrets d'affaires, basés sur le protocole Bitcoin. C'est-à-dire qu'on se sert déjà aujourd'hui de la blockchain dans un cas d'usage fonctionnel pour aider des entreprises ou même des indépendants à constituer des preuves d'antériorité de manière fluide. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'aspect technique et je vais vous présenter le protocole Bitcoin. Alors parce qu'on parle souvent de blockchain, mais en fait blockchain ça ne veut pas dire grand chose. Blockchain c'est un petit peu un glissement sémantique qui s'est opéré
ces dernières années, pour mettre un petit peu dans le même sac des choses qui seraient par exemple des blockchains privées, des blockchains publiques, des blockchains à plusieurs acteurs. Et la base de la base, la première finalement blockchain et la première monnaie numérique, le premier protocole de la valeur, c'est Bitcoin. Et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui parce que également c'est probablement le plus simple. Alors, quand on parle de Bitcoin, on fait souvent référence en fait à Bitcoin avec un petit b, avec la monnaie numérique. Et donc, on pense tout de suite aux spéculateurs qui s'échangent du Bitcoin sans autre objectif que de vils objectifs spéculatifs. Et moi, j'aime bien revenir un petit peu en amont. Et je pense que pour comprendre l'intérêt de Bitcoin, il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que Bitcoin a été créé en premier lieu. Pourquoi est-ce qu'il y a des informaticiens brillants qui se sont penchés pendant plusieurs dizaines d'années sur la création d'une monnaie numérique et dans quel objectif? Alors, il faut savoir que le créateur de Bitcoin, aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. On le connaît qu'à travers un pseudo, qui est Satoshi Nakamoto. Alors, peut-être que c'était une personne isolée, peut-être que c'était un groupe de personnes, mais on connaît juste ce pseudo, en fait, qui est issu de forums spécialisés. On sait peu de choses, mais on sait une chose qui est sûre, on sait que cette personne qui a inventé Bitcoin, elle appartenait à un courant philosophique qu'on appelle le courant des cypherpunks. Et les cypherpunks, en fait, cypherpunk, c'est un mot valise qui signifie chiffrement et punk. Les cypherpunks, ce sont des personnes pour qui la vie privée, c'est extrêmement important. Ils pensent que la vie privée, c'est pas que quand vous êtes en chaussons chez vous le samedi soir, mais que la vie privée, eh bien, elle doit vous suivre partout dans vos activités en ligne qui sont de plus en plus présentes. Finalement, les cypherpunks, c'est un petit peu des DPO avant l'heure. Et ces cypherpunks, eh bien, ils agissent de manière concrète pour aider les gens à défendre leur vie privée en ligne en développant des outils et des logiciels qu'ils mettent dans l'open source. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, ça va être des outils de chiffrement d'email pour pouvoir communiquer de manière sécurisée. Alors, c'est typiquement le genre d'outils qui vont être utilisés, par exemple, par les journalistes ou les opposants politiques dans les pays en guerre pour pouvoir exercer leurs activités sans être inquiétés. Et ces cypherpunks, ils avaient un challenge de très longue date, en fait. Eh bien, c'est qu'ils souhaitaient créer du cash numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que du cash numérique et pourquoi est-ce qu'on aurait envie de créer du cash numérique? Pour se représenter ce que c'est que le cash numérique, il faut se dire que si, par exemple, je veux vous vendre ce téléphone, eh bien, dans la vie physique, on a plusieurs possibilités. Soit on peut faire une transaction discrète de la main à la main qui ne regarde que nous et éventuellement on peut être aperçu par des observateurs externes, soit on peut décider de passer par un tiers de confiance et il y a de plus en plus de moyens aujourd'hui de le faire. On peut par exemple utiliser une application de paiement comme Lydia, on peut faire un chèque, on peut faire un virement bancaire. On avait déjà depuis un moment PayPal. Et le problème, eh bien, c'est que dès qu'on passe dans la vie numérique, si par exemple je vous vends ce téléphone via webinar, eh bien, on n'a plus ces deux possibilités. On est obligé de passer par un tiers de confiance. Et ça, c'est quelque chose qui embête les cypherpunks parce qu'ils pensent qu'on devrait toujours avoir le choix ou pas de se révéler et de faire part d'une relation qui ne concerne que deux personnes à un tiers, en l'occurrence, une transaction financière. Et donc, tout simplement, en fait, du cash numérique, eh bien, ce serait un cash qui aurait les mêmes propriétés que le cash physique et qui nous permettrait de faire des transactions qui, si elles ne sont pas complètement anonymes, seraient à minima discrètes et ne concerneraient que les deux personnes qui échangent. Alors, pourquoi est-ce qu'on aura envie maintenant de créer du cash numérique maintenant qu'on a dit un petit peu ce que c'est? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est comme je dis, parce qu'on n'a pas forcément envie que tous nos échanges, eh bien, ils soient connus. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans un monde qui est de plus en plus numérique, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a encore le choix dans le monde physique
d'échanger de la main à la main ou de passer par un tiers de confiance. Mais demain, c'est une possibilité qui va disparaître parce que le cash physique, comme on le connaît, n'a plus que peut-être que quelques dizaines d'années devant lui. Le deuxième point pour les cypherpunks, c'est évidemment parce qu'ils ont une défiance envers les États et leur capacité à gérer la chose monétaire. Alors, ça peut paraître un petit peu provocateur dit comme ça, et puis surtout dans un pays comme la France, mais si on regarde ce qui s'est passé dans certains pays dans l'histoire récente, eh bien, on voit qu'ils peuvent avoir raison à certains égards. Il suffit de regarder, par exemple, au Venezuela, où il faut avoir une brouette de billets pour pouvoir s'acheter une baguette de pain, et où les gens ont été complètement dépossédés. À Chypre, où à un moment, il a été question de couper tout ce qui dépassait au-dessus de 100 000 euros des comptes bancaires, ou encore en Inde, où on a assisté à la démonétisation via la suppression des billets de 500 et de 1000 roupies pour lutter contre la corruption, mais qui finalement a touché les classes les moins aisées qui cachaient justement des billets sous leur lit et qui du coup se sont retrouvés avec les économies d'une vie non utilisable du jour au lendemain. Et puis, le deuxième point très important aussi pour les cypherpunks, c'est qu'ils pensent que l'existence de cash physique est essentielle à l'existence également de contre-pouvoirs. Et on comprend bien que demain, s'il y a un État voyou, autoritaire, qui peut couper les comptes bancaires comme on peut couper Internet, eh bien, il n'y a plus de possibilité de résistance politique. Et un très bon exemple de ça, c'est Wikileaks. Alors, je me souviens que j'ai fait cette présentation une fois devant des Américains qui ne portaient pas forcément Julian Assange dans leur cœur, mais quoi qu'on en pense, il faut savoir que lorsque il y a eu les révélations de Wikileaks, en 24 heures, les comptes Visa de Julian Assange étaient fermés. En 48 heures, eh bien, il n'y avait plus de compte PayPal parce qu'il suffit de passer un coup de fil. Et la seule raison qui fait que Wikileaks existe encore aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à Bitcoin, tout simplement parce que il n'y a personne à menacer en fait et personne à appeler pour fermer les comptes. C'est juste pas possible parce que c'est décentralisé et incensurable. Alors, ces cypherpunks, ils avaient ce challenge de créer ce qu'on appelle du cash numérique, mais ce n'était pas évident. Ils en parlent depuis les années 90 et depuis très longtemps de créer ce cash numérique. C'était un peu la pièce manquante à côté des logiciels de chiffrement. Et c'est compliqué parce qu'en fait, le protocole TCP/IP, Internet, ce n'est pas fait pour transférer de la valeur. C'est fait pour transférer de l'information. Et l'information peut être dupliquée. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si je fais cette présentation ici et que tout à l'heure, je renvoie le PowerPoint en copie à 10 personnes, il ne va pas pour autant perdre de la valeur. En revanche, si on voulait payer avec du cash numérique qui pourrait être copié-collé aussi simplement qu'avec un raccourci clavier, eh bien, on comprend bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait confiance dans une telle monnaie. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à maintenant, on n'avait pas à proprement parler de solutions pour échanger des biens ou de la valeur en ligne. Et on fonctionnait un petit peu avec des représentations digitales d'objets physiques. Et Bitcoin, au-delà d'être une monnaie numérique, c'est le premier protocole de la valeur qui permet de se transférer de la valeur de manière dématérialisée. Et donc, c'est extrêmement excitant. Il y a énormément de cas d'application. Le premier, évidemment, c'est la monnaie, mais on peut penser à représenter des places de cinéma, des actions, tout un tas de choses qu'on pouvait seulement faire avant avec des moyens contournés. Et on peut dire un petit peu en collant du scotch sur le web pour faire comme si ça existait, déjà. Alors, ce protocole Bitcoin, comment est-ce qu'il fonctionne d'un point de vue technique? Eh bien, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la blockchain, et c'est ce qui est le plus connu du grand public. Alors, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de grand registre qui va intégrer un ensemble d'événements qui se sont produits depuis la création de la blockchain. Alors, dans le cas de Bitcoin, ces événements, ce sont des transactions financières. Et ces transactions financières, elles ne sont pas rangées comme dans une base de données classique où on la mettrait de la plus ancienne à la plus récente
en allant à la ligne à chaque fois. Ici, on va les regrouper sous forme de petits packages, de ce qu'on appelle des blocs, qui sont en fait des groupes de transactions, et des groupes de transactions qui ont été réalisés dans un laps de temps de 10 minutes. Et en fait, ces groupes sont ajoutés les uns à la suite des autres, du plus ancien au plus récent, pour former cette magnifique base de données que vous voyez sur ce slide, qu'on appelle une blockchain. Le premier élément de sécurité de la blockchain, c'est que c'est une base de données un petit peu particulière qu'on dit à contrôle cryptographique. Très concrètement, à chaque fois qu'on va créer un bloc, donc un nouveau package de transactions, la première chose qu'on va inclure dans ce bloc, eh bien, c'est une empreinte digitale du bloc précédent, et ainsi de suite. Quand on crée le bloc 47, par exemple, on calcule l'empreinte digitale du bloc 46 et on la met dedans. Quand on crée le bloc 48, on calcule l'empreinte digitale du bloc 47 et on la met dedans. Et comme ça, il y a un petit peu de chaque bloc précédent dans le nouveau bloc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce qu'en faisant ainsi, si jamais je veux discrètement pendant la nuit venir modifier la transaction 97 pour me rajouter 50 bitcoins à mon solde bancaire, eh bien, je suis obligé de modifier en aval toute la chaîne pour que les empreintes numériques collent entre elles. Sinon, on s'en rendra compte immédiatement. Alors, cette base de données un petit peu particulière, elle est intéressante, mais évidemment, si elle est dans mon placard ou sur un serveur centralisé, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que comme je suis le seul à avoir les clés du serveur, je peux venir et la modifier moi-même. Le deuxième élément de sécurité, et le plus important dans Bitcoin, eh bien, c'est que cette base de données, elle n'est pas à un seul endroit, elle est répliquée à plein d'endroits en même temps. Dans le cas de Bitcoin, on estime qu'il y a à peu près 50 000 copies intégrales de la blockchain Bitcoin dans le monde qui sont hébergées, en fait, par des gens qui soit ont un intérêt dans Bitcoin, soit qui ont envie de soutenir Bitcoin et donc qui entretiennent une copie. À quoi ça sert d'entretenir une copie? Eh bien, si jamais quelqu'un dit qu'il a, par exemple, 50 bitcoins de plus, tous les autres vont pouvoir comparer avec leur historique et dire qu'il y a une tentative de détournement. Et donc, on part du principe qu'on aura toujours plus de copies honnêtes que de copies malhonnêtes, ce qui va permettre de faire ressortir la vérité. Parmi ces copies intégrales de Bitcoin, il y en a qui ont un rôle un petit peu particulier et qui est souvent mal compris et décrié, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, ce sont un peu les employés de Bitcoin. Ce sont des gens qui vont prêter leur force de calcul et leur PC, leur machine, pour sécuriser le réseau. C'est-à-dire que très concrètement, leur travail consiste à récolter les transactions qui sont diffusées sur les réseaux et à les regrouper sous forme de blocs, à vérifier la validité des transactions. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez m'acheter ce téléphone en Bitcoin, eh bien, vous avez bien les Bitcoins suffisants sur votre solde et à proposer le bloc qu'ils ont constitué à la blockchain pour devenir le nouveau bloc. Alors, ces mineurs, ils ne participent pas à la sécurisation du réseau uniquement par conscience politique, mais pour des raisons bassement financières, c'est-à-dire que quand ils arrivent à trouver un bloc et donc à permettre de sécuriser la blockchain et d'ajouter de nouvelles transactions, eh bien, ils sont rémunérés, et ils sont rémunérés par frais de transaction de personnes qui ont un intérêt à échanger sur le réseau, et également par création monétaire, puisque le Bitcoin est uniquement créé de la sorte jusqu'à un certain niveau. Et en fait, c'est tout le génie de Bitcoin, et c'est comme ça que Satoshi Nakamoto a réussi à trouver une solution à la mise en place pour mettre en place le protocole de la valeur. C'est que dans Bitcoin, si vous avez de la puissance, plus vous avez de puissance de calcul, et plus vous avez de chances de gagner au grand jeu du minage, entre guillemets. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est que si vous avez les compétences de nuire, la capacité de nuire au réseau du fait de votre puissance de calcul et de tous vos ordinateurs cumulés, eh bien, vous avez beaucoup plus d'intérêt financier à mettre vos ordinateurs au service du réseau pour le sécuriser encore plus. Et c'est pour ça que c'est rigolo quand on entend parler en fait de blockchain sans crypto-monnaie, parce que tout simplement,
eh bien, ça ne fonctionne pas parce que la sécurité de la blockchain repose précisément sur le fait que les gens sont incentivés à sécuriser le réseau et qu'ils ont plus d'intérêt à sécuriser le réseau qu'à essayer de le détourner parce que nécessairement, dès lors qu'on concentre de la valeur sur un réseau, eh bien, ça va attirer les convoitises et les hackers. Alors, pour reprendre un petit peu le cycle de la vie de la vente de ce téléphone, eh bien, si je veux vous vendre ce téléphone, vous allez me faire un virement en Bitcoin. Ce Bitcoin va être diffusé dans le réseau. Il y a un mineur, enfin des mineurs qui vont rentrer en compétition pour regrouper des transactions à l'intérieur d'un bloc. À un moment, il y a un mineur qui a trouvé un bloc qui va lever la main et qui va dire « c'est bon, j'ai un bloc qui peut être ajouté à la blockchain et j'ai vérifié les transactions. Ce bloc est validé. Je reçois mon argent, le mineur reçoit mon argent et vous recevez mon téléphone, tout le monde est content. » Alors, de ce protocole un petit peu particulier, qui est vraiment un protocole de la valeur et pas seulement un système de cache numérique, il y a plusieurs caractéristiques. Le premier, c'est que c'est complètement décentralisé. Il n'y a pas un serveur central qu'on pourrait pirater. Le deuxième, c'est que c'est résilient. Et le meilleur exemple de ça, c'est Wikileaks. Bitcoin existe depuis 10 ans. C'est impossible à faire tomber tout simplement parce qu'il n'y a pas de personnes sur qui on peut faire pression et c'est complètement incensurable. Et le dernier point, c'est la traçabilité. Et il y a plein d'entreprises qui vont s'appuyer là-dessus pour construire des cas d'usage. Voilà, je crois que je suis en train de dépasser mon temps, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, William. Non, vous êtes parfaitement dans le temps. Il n'y a aucune question pour l'instant, donc ou bien tout le monde a compris, ou bien personne n'a compris, mais c'était en tout cas une bonne première explication de cette technologie. Je passe maintenant la parole à Isabelle, qui va nous expliquer comment on peut appliquer cette technologie à la protection et à la défense des droits ou de certains droits de propriété intellectuelle. Isabelle, tu as la parole. Merci Martine. Je vais aller chercher mes slides de telle façon que vous puissiez avoir les en même temps. Alors, la blockchain, donc William vient de nous expliquer ce qu'était le Bitcoin. Ce qu'il faut que l'on retienne dans ce que je vais dire maintenant, c'est qu'en fait, il existe des tas de blockchains différentes, des tas de technologies différentes. À titre d'exemple, juste pour vous donner une idée de l'importance du sujet, on a relevé en Chine l'existence de plus de 10 000 brevets l'année dernière portant sur la blockchain. Donc, on voit qu'il y a en fait énormément de technologies différentes qui, en fait, sont principalement axées quant à leurs différences sur la destination, l'usage ou la façon dont les blocs vont pouvoir s'enchaîner les uns les autres et ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, il y a plusieurs types de blockchain, comme nous l'a dit effectivement William. On a finalement 3 types, et c'est important pour ce qui va suivre, 3 types de blockchain. Il y a les blockchains publiques, c'est-à-dire celles qui sont ouvertes aux autres. C'est le cas de Bitcoin. On a des blockchains privées, qui sont en fait des mises en œuvre de technologies par des sociétés qui vont en garder le contrôle et l'usage. Et il y a des blockchains qu'on appelle mixtes, qui vont en fait, à partir d'une technologie connue comme par exemple le Bitcoin, s'associer au Bitcoin et créer à partir du Bitcoin leur propre blockchain, donc une espèce de semi-privé ou semi-public. Donc ça, c'est les 3 types. Ce qui nous intéresse en matière de propriété intellectuelle, c'est de savoir comment on peut utiliser le blockchain en fait pour ces 2 principales caractéristiques qui sont d'une part le fait que l'on puisse mettre des données ou des informations ou des documents quasiment sans aucune limite de masse, c'est-à-dire que ce sont des quantités colossales, avec une traçabilité et en même temps un secret. Donc, quand on a traçabilité et secret, effectivement, la propriété intellectuelle se trouve juste au coin de la rue. Donc, on va regarder maintenant 2 aspects de comment utiliser la blockchain. D'une part, pour protéger des droits de propriété intellectuelle et d'autre part, comment on peut utiliser la blockchain pour défendre les droits de propriété intellectuelle. Le premier point, c'est d'essayer de faire un peu un tour du monde
si je puis dire, de la reconnaissance légale existante ou non de la blockchain. Ensuite, comment on peut utiliser celle-ci, et d'ailleurs, je pourrais peut-être passer la parole encore à William pour qu'il nous explique comment il utilise la blockchain, en particulier pour Blockchain Your IP, et puis voir quelles sont les possibles utilisations, que ce soit pour le savoir-faire, le droit de possession personnelle, etc. Donc, premièrement, sur le tour du monde. Alors, le tour du monde, il va être en fait assez vite fait, dès lors qu'il y a principalement 3 zones géographiques qui ont reconnu légalement ou semi-légalement la blockchain. C'est d'une part les États-Unis, d'autre part la Chine, mais par la jurisprudence, et enfin certains pays d'Europe. Et vous verrez que celui qui est le plus ancien et qui a créé entre guillemets la première loi sur le blockchain est véritablement totalement inattendu. Donc, commençons par les États-Unis. Aux États-Unis, en fait, la question qui s'est posée, indépendamment de la reconnaissance réellement légale de la blockchain et comment l'utiliser, c'était de savoir quelle était la valeur des documents qu'on déposait sur la blockchain. On a considéré donc l'État du Tennessee et du Nevada, ont créé chacun une bill ou une sorte de loi fédérale qui reconnaît l'existence de la valeur probante de documents qui sont déposés sur la blockchain. Donc, c'est le cas du Tennessee qui a créé donc cette première loi fédérale en 2018, et également le cas du Nevada qui a lui-même créé un Nevada Blockchain Statutes qui reconnaît donc la valeur probante des documents déposés sur la blockchain. Ensuite, également aux États-Unis, on a l'Ohio et l'Illinois qui ont aussi leur propre loi sur la reconnaissance des documents ou la validité des smart contracts. Alors, les smart contracts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un principe très simple. C'est j'achète quelque chose, si je paye, j'achète quelque chose qui est identifié. Donc, je paye, et quand j'ai payé, en fait, le contrat est signé par la reconnaissance. Finalement, comme on connaît également au droit français, on a un accord sur la chose et sur le prix. Donc, c'est la même chose. Et le smart contract, dans certains États, ce qui est le cas de l'Ohio, peut se substituer et est reconnu et a la même valeur qu'un contrat signé par 2 personnes physiques réelles. Donc, on voit effectivement l'évolution des choses. Alors, dans certains États, ils ont aussi créé la possibilité de payer ses impôts par la blockchain pour valider le paiement de l'impôt. Ensuite, ça a été remis en cause par le Parlement. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Et on voit en tout cas que la situation aux États-Unis n'est pas uniforme, puisqu'on a à la fois des smart contracts qui ont farce obligatoire dans certains États et dans d'autres États où on ne fait que reconnaître la validité ou en tout cas la valeur probatoire de documents. Ensuite, en Europe, alors au niveau de l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire prise dans son ensemble, il n'y a aucune législation et pas grand-chose malheureusement qui soit dans le pipeline, si je puis dire, s'agissant de la blockchain elle-même. Donc, il faut trouver quelque chose qui puisse, en quelque sorte, non pas se substituer, mais en tout cas qui puisse nous aider à considérer, enfin à savoir qu'est-ce qui se passe exactement en Europe. Alors, pour ce faire, en fait, on a créé, et c'est le cas dans plein de pays, une espèce de parallèle entre l'eurodatage ou la signature électronique, mais plus l'eurodatage et la blockchain. Pourquoi? Parce que l'eurodatage, finalement, il fait aussi partie de la blockchain. La blockchain permet également de dater bloc par bloc, comme vous l'a expliqué tout à l'heure William. Lorsque je rentre quelque chose à un moment sur un bloc, c'est daté et c'est horodaté. Donc, on peut imaginer utiliser, et vous allez voir que c'est ce que certains pays européens ont fait, un règlement qui existe, qui est le règlement EIDAS, on ne sait pas très bien comment il se prononce, de 2014. Alors, pourquoi l'utiliser, ce règlement? Parce qu'en fait, il a un article 41 qui nous intéresse beaucoup, et cet article 41, il nous indique que l'horodatage a 3 effets juridiques. Le premier, l'effet juridique et la recevabilité d'un horodatage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'horodatage électronique qualifié. Donc, on peut l'appliquer. 2.
un eurodatage électronique qualifié bénéficie d'une présomption d'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et d'intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure. Et 3, un eurodatage électronique qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant qu'eurodatage électronique qualifié dans tous les États membres. Donc, on aurait cette base juridique en l'absence de législation spécifique à la blockchain. D'ailleurs, comme ça a été le cas s'agissant d'Internet, il faut se souvenir effectivement il y a 30 ans d'Internet, on nous disait il faut une législation spéciale à Internet. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de législation spéciale à Internet et que finalement la machine à vapeur avait vaincu le code civil et Internet a fait exactement la même chose. Donc on n'a pas de législation spécifique. On a des applications particulières, mais on n'a pas de législation spécifique. Alors dans les différents pays d'Europe, maintenant comment ça se passe, et c'est là où le petit Monaco va quand même tous nous épater, puisque c'est le premier qui a adopté une législation sur la blockchain en 2018, sur un projet de 2017. Donc là, on est quand même déjà vraiment en avance, même par rapport aux États-Unis. Donc à Monaco, on a une loi particulière qui précise que les actes qui sont déposés sur la blockchain sont une copie fidèle, opposable et durable de l'original, portant une date certaine. Ensuite, on a l'Italie. Alors l'Italie a finalement utilisé assez malignement le règlement dont je viens de vous parler pour considérer que l'eurodatage sur la blockchain a valeur de preuve. Donc, ils ont retenu l'eurodatage du règlement pour dire que cet eurodatage, lorsqu'il est effectué sur la blockchain, il a la valeur au même titre que l'eurodatage électronique. Donc, la boucle est bouclée. Ce sont les 2 seuls pays d'Europe. On n'a rien d'autre ailleurs. Et en France, qui se dit vouloir être le pionnier en matière d'innovation, etc., on n'a pas grand-chose non plus. On a finalement on a un rapport d'information à l'Assemblée nationale qui remonte à 2018 et qui, j'en reparlerai plus tard, prévoit effectivement la possibilité d'avoir une loi en France et donne un certain nombre d'éléments, mais ça n'est pas allé plus loin. Et à ma connaissance, il n'y a pas non plus de projet. Donc, il va falloir se débrouiller autrement si on veut utiliser en justice en particulier la blockchain. Alors, l'utilisation naturelle, évidemment, c'est une utilisation pour le droit d'auteur, puisqu'on n'a pas besoin, comme en matière de droit de propriété industrielle, d'un certificat qui a été émis par une administration de la propriété industrielle, comme l'INPI en France ou ailleurs. Donc, on a des exemples, et c'est les premiers exemples de l'usage de la blockchain en matière de droit d'auteur qui sont intéressants. Donc, j'en ai relevé quelques-uns qui sont particuliers. Celui de Kodak, qui lui a fait fort puisqu'il a créé 2 choses. Il a 2 technologies. Une technologie pour permettre d'ancrer des photographies, évidemment, puisque c'est Kodak. Et il a créé pour ce faire sa propre monnaie, donc qui n'est pas le Bitcoin, mais qui est le Kodak Coin. Donc, quel est l'intérêt qu'est-ce que poursuit Kodak? L'idée de Kodak, c'est de proposer aux photographes de déposer sur la blockchain leurs photos, de telle façon à pouvoir ensuite suivre et assurer à ces 10 photographes à la fois le paiement des droits pour les usages qui sont faits par des tiers et d'autre part de pouvoir déterminer quand un usage n'a pas été tracé sur la blockchain, c'est donc une contrefaçon. Donc ça a à la fois l'aspect entre guillemets de protection et en même temps de défense et de rémunération automatique. Ensuite, on a un deuxième exemple qui est une plateforme qui a un drôle de nom, qui s'appelle Senso.tv, d'une société qui a encore un autre drôle de nom, qui s'appelle Polkaltulk, et qui, en résumé, pour faire très simple, est un Netflix du théâtre vivant. Là, en l'occurrence, ce que propose cette plateforme, c'est de mettre sur la blockchain des spectacles vivants, que ce soit du cirque, des pièces de théâtre, tout ce que l'on peut imaginer. Et à partir de là, en utilisant cette fois-ci une technologie publique qui est celle de Ethereum, de pouvoir, de la même façon que on l'a vu pour Kodak, rémunérer automatiquement en fonction du nombre de vues. Donc, on se rappelle, c'est Netflix. Je regarde un spectacle, je suis abonné à la plateforme, donc je regarde ce spectacle-là. Par conséquent, immédiatement, il y a un paiement qui intervient au profit de, non pas l'organisateur du spectacle, mais de ceux qui sont titulaires des droits d'auteur déclarés comme droits d'auteur. Ensuite, on a l'exemple des sociétés de gestion collective de droits d'auteur.
Donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'association de plusieurs sociétés de gestion collective qui se sont mises ensemble pour essayer de créer une plateforme mondiale de contrôle, si je puis dire, de la musique et des œuvres musicales. L'objectif ici, c'est que chaque musique ait son empreinte unique, qu'elle soit déposée sur la plateforme en question et que à chaque utilisation, on sache effectivement d'une part que cette utilisation elle est autorisée et d'autre part que les auteurs sont rémunérés en fonction de ces usages et c'est de façon automatique. Alors, le droit d'auteur n'est pas la seule utilisation qu'on peut imaginer. Là, on est dans le cadre de l'imagination. C'est ça qui est aussi intéressant, puisque la propriété intellectuelle, c'est de la création, donc il faut aussi avoir un peu d'imagination. Et on s'aperçoit que grâce à ces capacités techniques, secrètes et traçabilité, on peut également utiliser la blockchain pour la protection du savoir-faire et ce qu'on appelle en matière de brevet le droit de possession personnelle antérieure. Donc là, on sort du droit d'auteur pour aller un cran plus loin et s'approcher de la propriété industrielle. Alors, s'agissant du savoir-faire, le savoir-faire, c'est un ensemble de données techniques confidentielles, non directement accessibles au public, qui a très souvent une valeur considérable pour les entreprises. Le problème, c'est effectivement de pouvoir à la fois déterminer quel est le contenu de ce savoir-faire, de pouvoir le mettre quelque part. Donc, on disait, et on dit encore d'ailleurs, que pour le protéger, on peut aller voir un notaire, on peut aller voir un huissier, on peut aussi imaginer faire une enveloppe solo. Alors, à la condition, cette petite enveloppe solo, c'est qu'elle est quand même, comme son nom l'indique, c'est une enveloppe, donc c'est quand même assez limité en termes de volume. Donc, l'intérêt de la blockchain, ce serait effectivement de pouvoir mettre l'ensemble de ces données confidentielles sur la blockchain qui est confidentielle par nature et ensuite de pouvoir, le moment venu, quand on veut communiquer ce savoir-faire, de le communiquer à une seule personne sans que personne ne le sache, avec un contenu déterminé et déterminable. Donc, on voit effectivement la possibilité, sachant en même temps que pour les entreprises qui sont des entreprises multinationales, chacun peut, dans son pays, en fonction de règles qui vont être décidées en termes de stratégie par l'entreprise, chacun peut apporter, qu'il soit en Inde, au Japon, en France, en Italie, aux États-Unis, en temps réel, peut rajouter des informations et des éléments de savoir-faire quand il le souhaite. Ensuite, on a effectivement un autre cas qui est celui du droit de possession personnelle antérieure. Donc là, j'ai mis un petit exemple. Alors, c'est vrai que c'est écrit très, très petit, mais j'ai imaginé qu'on pourrait utiliser pour le droit de possession personnelle antérieure un nouveau système qui vient de sortir, qui a été créé par l'UMPI et qui est un système d'ancrage validé, entre guillemets, par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à destination de la propriété intellectuelle. Donc là, vous avez à l'écran, en fait, comment ça fonctionne. On a une création, on la dépose sur la blockchain, on l'ancre sur la blockchain. Ensuite, c'est validé, comme l'a expliqué tout à l'heure William, avec plusieurs étapes, etc. Et ensuite, à la sortie, on a son certificat qui va permettre de savoir à quel moment on l'a déposé et quel est le contenu de ce que l'on a déposé et qu'on entend protéger. Alors, il y a quand même un élément juste avant d'aborder la défense qui est problématique, mais peut-être que William pourra nous le montrer. C'est que lorsque j'ancre quelque chose sur la blockchain, ce qui ressort, c'est pas du tout un certificat qui ressemble à un certificat d'enregistrement de marque ou d'enregistrement de modèle, puisque je ne peux pas voir quel est en fait le contenu je ne peux pas voir l'objet que j'ai déposé, puisque c'est une suite de alphanumériques qui est effectivement un peu incompréhensible. Ça, c'est effectivement, pour moi en tant que juriste, mais je pense que Sylvian va en parler également en qualité d'huissier, c'est une difficulté parce qu'il va falloir à un moment, s'agissant de la défense, justement, pouvoir recoller les morceaux, c'est-à-dire sortir le certificat sur lequel, globalement, on ne sait pas de quoi il s'agit, pour pouvoir l'associer valablement avec
la photographie de l'objet ou du contenu des documents que l'on a effectivement déposé à un moment T. Peut-être que dans l'avenir, on aura, peut-être qu'Obliam a des informations là-dessus, des possibilités d'avoir des interfaces qui vont automatiquement générer à partir du certificat ce qui a été déposé, que ce soit des documents ou que ce soit des formes. S'agissant donc de la défense des droits de propriété intellectuelle, on a deux éléments. Le premier, c'est de savoir quelle est la force probante de cette technologie blockchain et donc de ce que je dépose sur la blockchain, comment faire et qu'est-ce qui existe jusqu'à maintenant. Et puis, le second point, c'est comment utiliser probablement cette technologie précieuse pour la lutte anti-contrefaçon. Puisque ces usages sont effectivement multiples, ils en sont ce que nous en ferons. Donc, c'est à nous d'être suffisamment créatifs. Sur la force probante de la technologie blockchain, finalement, on a une liberté de la preuve en France qui fait qu'on peut globalement communiquer à peu près ce que l'on veut. Après, la question qui va se poser va être de savoir effectivement si le juge va la retenir en tant que preuve ayant une force probante ou pas. Alors, pour ce faire, j'ai réfléchi pour voir comment on pouvait essayer de convaincre nos magistrats, puisqu'il n'y a pas encore de décision de jurisprudence en France. Et en repartant d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007 sur un sujet assez différent, puisque c'est un sujet en matière de marque, on a relevé, c'est quand même un arrêt, parce qu'il s'agit d'un arrêt de principe, que la Cour de cassation a posé comme principe qu'une simple déclaration sur l'honneur, donc on part de très très loin, qu'une simple déclaration sur l'honneur a une valeur probante dès lors qu'elle est suffisamment corroborée par des justifications objectives. Donc la question que je me suis posée est de savoir si, en l'occurrence, la technologie blockchain peut offrir à elle seule les justifications objectives suffisantes pour faire foi jusqu'à preuve contraire. Est-ce qu'elle se suffit à elle-même, la blockchain, ou est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? On sait que le procédé cryptographique de l'horodatage électronique est d'ores et déjà réglementé en droit français, comme on l'a vu tout à l'heure, en tout cas au niveau européen. Son régime permet notamment de conférer à un document horodaté une force probante jusqu'à preuve du contraire. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas ce qui permettrait de s'opposer à ce que, par analogie, on puisse utiliser la blockchain comme une preuve. La question va se poser non pas au moment du dépôt, mais au moment où on va avoir besoin de sortir ce dépôt pour pouvoir l'opposer à un tiers présumé contrefacteur. Et c'est là que, a priori, jusqu'à maintenant, je ne vois pas d'autre solution que de faire valider ce passage de la feuille, ma feuille, mon certificat, sur lequel j'ai mes signes alphanumériques multiples et variés, de les mettre entre les mains d'un huissier qui, lui, va pouvoir, entre guillemets, valider le fait que cette feuille correspond à ce dessin, correspond à cette forme ou correspond à ce document. Sans ce passage par un huissier, aujourd'hui, on aura, à mon avis, énormément de difficultés à pouvoir convaincre un magistrat qu'il faut le prendre pour argent comptant. Donc, je pense que l'intervention de Sylvian va être, de ce point de vue, fondamentale parce qu'il va pouvoir nous expliquer comment, à quel moment intervenir pour pouvoir effectivement convaincre un magistrat que c'est bien à telle date, le 3 janvier 1997, que j'ai dessiné ce cendrier, cette forme particulière, ou que j'ai déposé des documents sur la blockchain. Donc, en conclusion, sur ce point-là, on sait qu'en France, donc on n'a pas de réglementation, mais on peut se rapporter quand même à ce fameux rapport de l'Assemblée nationale que je vous citais tout à l'heure, du 14 décembre 2018, qui a évoqué quand même la situation, et je vous lis le principal, non pas attendu, mais le principal passage de ce rapport qui me semble important. Qu'en l'état du droit, aucun texte ne détermine la portée juridique des éléments inscrits sur un protocole blockchain. Dès lors que le protocole blockchain ne fait pas partie des moyens de preuve actuellement reconnus au plan juridique, il appartient au juge de déterminer leur valeur probatoire au vu des circonstances de l'espèce.
j'aurais tendance à changer la fin et au lieu de dire qu'il appartient au juge de déterminer leur valeur probatoire, il va appartenir aux parties, c'est-à-dire aux demandeurs, dans des actions qui vont se fonder sur des dépôts blockchain, de prouver la valeur probatoire de ces éléments blockchain. Alors pour ce faire, on a quand même une petite idée de ce qui pourrait se passer grâce à des décisions de jurisprudence que l'on connaît sur des technologies qui sont assez différentes et à mon avis bien moins sécurisées que ce que n'est la blockchain. Alors on a en l'occurrence une jurisprudence, la première qui c'est du Wayback Machine qui pourrait se traduire en machine à remonter le temps et qui en fait sont des sites d'archives sur Internet. Et la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel de Paris en particulier, ont statué assez clairement sur la validité de ces fameuses archives que l'on trouve sur Internet. Et là, je fais référence effectivement à l'intervention de l'huissier, puisque la Cour d'appel nous dit « L'huissier de justice instrumentaire a clairement détaillé les opérations par lui effectuées, donnant en particulier toute précision sur le matériel, l'adresse IP, le mode de navigation, le réseau de connexion utilisé, précisant que les mémoires caches et l'historique de l'ordinateur ont été supprimés et décrivant la navigation à laquelle il a procédé pour obtenir les captures d'écran reproduites dans son procès-verbal qu'il n'a nullement interprété. » Ce pourrait tout à fait s'appliquer demain à effectivement une preuve que l'on souhaiterait invoquer au titre de la blockchain. L'INPI a reconnu également de la même façon. Alors, qu'en est-il à l'étranger? Les décisions de jurisprudence, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas légion jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai essentiellement trouvé 2 décisions en Chine qui ont retenu la blockchain comme moyen de preuve admissible. Alors, la première, c'est une décision du tribunal de l'Internet de Guangzhou, qui est un tribunal en Chine, et on a même des tribunaux spécialisés sur Internet. Donc, ce sont des gens qui sont a priori très pointus et c'est intéressant de le voir parce que c'est eux qui peuvent éventuellement aussi montrer la voie. Cette première affaire de 2018 opposait 2 sociétés chinoises dont l'une voulait démontrer que l'autre l'avait contrefait, mais se méfiait énormément de ce que la seconde allait bien pouvoir donner au tribunal pour justifier qu'elle n'était pas qu'elle n'avait pas commis de fait de contrefaçon. Se méfiant donc de l'attitude future de son contradicteur, la société Yuatai a fait établir, a déposé sur la blockchain des preuves qui étaient les pages Internet de la société Daotong qu'elle voulait assigner pour démontrer qu'à un moment donné, la société Daotong l'avait bien contrefait. C'était assez malin en fait, et parce qu'il se méfiait que la société Daotong, dès lors qu'elle serait assignée, modifie et que l'on ne puisse plus ensuite revenir en arrière. Eh bien, le tribunal de l'Internet de Guangzhou a confirmé que cette preuve était recevable sur blockchain et elle a fait référence, en l'occurrence, enfin le tribunal, pardon, a fait référence à l'article 8 de la loi chinoise sur la signature électronique qui énonce les critères d'admissibilité d'un message électronique en tant que preuve. Donc, en fait, l'idée, c'est que la motivation de cette décision retient que le contenu est ancré dans la blockchain sans intervention humaine. C'est ça qui fait toute la différence. Et que l'automatisation de la capture et le dépôt empêche toute modification des preuves par un plaignant mal intentionné. Le fonctionnement des outils de capture est vérifiable puisque développé en open source. À partir de là, les juges ajoutent il convient de maintenir une approche ouverte. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on pourra le citer à nos magistrats. Il convient de maintenir une approche ouverte et neutre face à l'utilisation de la blockchain afin d'analyser les cas d'espèce. On ne peut l'exclure en raison de sa complexité, ni la favoriser en raison de son caractère infalsifiable et sa traçabilité. Et c'est, je trouve, très bien résumé. Il y a une seconde affaire qui est amusante, parce qu'elle oppose le fameux TikTok dont on parle beaucoup en ce moment à, en l'occurrence, Baidu, qui n'est autre que l'ombre de Google en Chine. Là, il s'agissait du tribunal d'Internet de Pékin. On est en décembre 2018. La question était la suivante. TikTok, comme vous le savez, diffuse des millions de vidéos.
Or, TikTok s'est aperçu que sur Baidu, qui était le nouveau, entre guillemets, concurrent possible de TikTok, Google avait piqué, si je puis dire, une vidéo Baidu, pardon, avait piqué une vidéo de TikTok et l'avait mis sur son propre système. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que TikTok a fait? TikTok a pu démontrer que cette vidéo lui appartenait parce que l'ensemble des vidéos de TikTok sont sur la blockchain. Il a donc sorti le certificat de cette vidéo en particulier en disant « c'est bien moi qui étais le premier à avoir diffusé cette vidéo, donc je démontre que vous, Baidu, vous êtes contrefaisant ». Ici encore, le tribunal de Pékin a relevé que la preuve de la création de la vidéo sur la blockchain était un moyen de preuve admissible pour démontrer la contrefaçon. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres décisions, malheureusement, de jurisprudence que l'on puisse évoquer, mais je voudrais terminer sur ce que l'on peut imaginer, qui est en fait sans fin. Il est sans fin pour les 3 raisons pour lesquelles je vous l'ai indiqué tout à l'heure, parce que effectivement, on peut utiliser à la fois pour se protéger, pour se défendre, et voir quels sont un peu s'il existe en matière de lutte contre la contrefaçon des solutions qui ont d'ores et déjà été adoptées sur la blockchain et par qui. Donc, on a en l'occurrence un premier exemple qui est celui de LVMH. LVMH a créé avec une technologie Microsoft sa propre blockchain qui s'appelle Aura et qu'elle destine entre guillemets aux consommateurs pour protéger et valider le fait que lorsque l'on achète un produit du groupe LVMH, quelle que soit la marque, il s'agit d'un produit qui est un vrai produit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà la vie d'un produit maintenant chez LVMH, dans les différentes sociétés du groupe. On a création, fabrication, distribution, achat du consommateur et revente. Selon la stratégie développée par les différentes sociétés du groupe, elles peuvent décider de rentrer des informations sur la création, les premiers dessins, les premières réalisations, les prototypes, et de rentrer des informations sur la fabrication, quels sont les éléments utilisés pour la fabrication, les matières premières, qui les fournit, comment se fabrique tel ou tel produit, à quel endroit il se fabrique. Ensuite, la distribution, là, on pense évidemment aux importations parallèles, on pense aux distributions, les distributeurs officiels ou non officiels, et puis ensuite l'achat du consommateur. Donc, on peut décider, là, en l'occurrence, la société décide et les situations sont différentes, à quel moment ils vont commencer à rentrer des informations sur la blockchain et pourquoi faire. Pourquoi faire, c'est qu'en fait, ce qui intéresse surtout, c'est, on va voir la 4e brique de la vie du produit, c'est-à-dire l'achat du consommateur. La distribution, la brique d'avant, elle est fondamentale parce qu'elle permet de dire, LVMH dit, c'est un produit LVMH. Le consommateur, numéro 1, l'achète, il rentre dans la chaîne et ensuite, lorsqu'il va revendre, il pourra démontrer que le produit qu'il vend est un vrai produit, mais en même temps, celui qui l'achète pourra, lui, être sûr qu'il s'agit d'un vrai produit. Et tous les produits qui ne seront pas dans la chaîne seront par définition des contrefaçons. Alors, c'est un peu simple, effectivement, comme ça, mais on voit bien que l'idée de la lutte anti-contrefaçon se dessine et que même au-delà d'ailleurs de la lutte anti-contrefaçon, ça va aussi probablement devenir un outil marketing en disant « je suis maintenant le seul, moi LVMH, à pouvoir vous démontrer que lorsque vous achetez un produit, c'est bien un vrai et non pas un faux ». Donc ça c'est une autre histoire. Alors le second point, c'est la lutte contre la contrefaçon des médicaments. Donc là, j'ai mis 5 startups qui sont particulières s'agissant de l'impact de leurs inventions, toutes à partir de la blockchain, dans le domaine de la santé. Et il y en a une en particulier qui m'a intéressé parce qu'elle utilise la blockchain d'ores et déjà pour la lutte anti-contrefaçon de produits de médicaments, et c'est la société Block Pharma. Étant précisé quand même que même si on n'a pas de législation nationale aux États-Unis, la Food and Drug Administration, donc la FDA qui délivre, comme vous le savez, les autorisations de mise sur le marché des produits aux États-Unis,
a lancé visiblement des programmes d'essai de la technologie blockchain pour mettre en place un système de traçabilité des médicaments, non seulement aux États-Unis, mais a priori également dans le monde. La volonté hégémonique des États-Unis étant, comme d'habitude, on sait bien, de dépasser ses frontières. La société Block Pharma, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle ancre chaque produit pharmaceutique et en fait, elle permet chaque boîte de médicaments est stockée dans la blockchain. Puis ensuite, elle est associée à une application qui est disponible et permet de déterminer si le produit qu'on achète, lorsque l'on est le patient, est un vrai produit. Alors, on pourrait imaginer d'aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, chaque boîte ou chaque même médicament lui-même, d'une façon ou d'une autre, puisqu'il faut encore ici avoir de l'imagination, serait dans la blockchain et que par une application ou par un système XYZ, comme on dit, on puisse vérifier, mais quand on dit on, ce soit le patient, ce soit le pharmacien, ce soit les douanes ou la police, qu'il s'agit effectivement de vrais produits. Alors, pourquoi j'ai évoqué la lutte contre la contrefaçon des médicaments, c'est que c'est, comme tout le monde le sait, un fléau mondial où j'ai assisté la semaine dernière à un webinaire très intéressant sur l'état de la situation de la contrefaçon des médicaments en Afrique. Et c'est effectivement un désastre puisqu'on constate qu'il y a plus de 60% des médicaments qui sont consommés en Afrique qui sont des faux médicaments. Donc là, encore une fois, il faut réfléchir à ce qu'il est possible de faire. Un certain nombre de sociétés, d'ailleurs, et de groupes, dont d'après ce que j'ai vu, Novartis ont des projets sur le sujet. Et ce qui m'amène, en fait, à un autre sujet qui est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la blockchain. Alors, le dernier élément de ce que l'on peut faire, c'est collecter et stocker ce qu'on veut. Donc, si on peut collecter et si on peut stocker ce que l'on, entre guillemets, ce que l'on veut, ça veut dire que l'on peut collecter des preuves d'usage lorsque on en aura besoin pour démontrer que l'on a bien exploité une marque. Donc là, on saute encore complètement dans un autre univers. On pourra, de la même façon d'ailleurs, stocker des documents eux-mêmes non datés, parce que c'est souvent le problème que l'on a en matière de démonstration. Et là, je vois Martine qui hoche de la tête parce qu'effectivement, c'est le problème. Souvent, c'est qu'on nous donne des documents, mais ils sont pas datés. Donc là, c'est pas grave qu'ils soient pas datés puisqu'ils vont être datés par la blockchain. Donc, on peut utiliser effectivement ça pour des preuves d'usage de marque. Et puis, on peut aussi utiliser la blockchain pour constituer des dossiers de notoriété en matière de marque ou encore une fois, des sociétés qui soient petites ou plus importantes vont pouvoir, à travers le monde et chacune, enrichir une espèce de base ce qui deviendrait une espèce de base de données mondiale dans lesquelles on aurait tous les éléments de nature à pouvoir démontrer à un moment T, juste en appuyant sur un bouton, que effectivement la marque en question est une marque notoire ou de renommée. Alors, on peut aussi déposer des documents de nature à démontrer la divulgation pour un modèle non enregistré. Enfin, l'ensemble de ce qui est des possibles est inimaginable ou en tout cas imaginable. Alors, en revanche, et c'est là-dessus que je conclurai, tout ça nous amène quand même à nous poser une question de la mise en place de la stratégie pour une entreprise. Parce qu'en fait, il y a deux stratégies. D'une part, cette stratégie de protection dont on a parlé et sur laquelle il faut se pencher, mais il va aussi y avoir une stratégie de défense. Parce que, à partir du moment où on va savoir que les entreprises utilisent la blockchain pour stocker des informations, elles vont stocker des informations qui vont intéresser ceux qui voudraient aller les voir, en particulier pour démontrer l'existence de faits de contrefaçon. Et à partir de là, on va avoir, et là, il va falloir travailler la main dans la main avec, et ça me fera le passage de flambeau à notre huissier, il va falloir, dans un premier temps, que nous, avocats, nous réfléchissions aux modifications des projets d'ordonnance sur requête. Parce qu'il va falloir savoir comment on va bien pouvoir les rédiger pour permettre à l'huissier instrumentaire, lors d'une saisie, que ce soit une saisie contrefaçon ou une saisie 145, de pouvoir aller chercher l'information recherchée, comment la trouver et comment rédiger l'ordonnance pour que le magistrat la signe. Ce qui veut dire qu'avant même, peut-être, de reconnaître la valeur de la blockchain
comme élément de preuve, il va falloir peut-être être obligé auparavant de convaincre un magistrat de signer une ordonnance sur requête qui autoriserait un huissier à rentrer sur la blockchain pour pouvoir aller chercher des informations. Ce qui m'amène au dernier point, qui est le suivant, c'est que là, on vient de le voir du côté du demandeur, mais quand on est du côté du défendeur, il va aussi falloir avoir une stratégie, savoir quelles informations on met sur la blockchain, parce que si on ne les coupe pas suffisamment en petits morceaux, on va donner des informations fondamentales à celui qui va vous assigner, à savoir comment est fabriqué le produit. Là, ici, je vous ai mis un exemple de ce qui pourrait être. La fabrication, par exemple, on est toujours en matière de médicaments. La fabrication du principe actif se fait en Irlande par une société A. La fabrication de la seringue se fait aux Pays-Bas par une société B, ou par la même. Ensuite, en Allemagne, on remplit. Et en France, on conditionne et on vend. Selon les informations qu'on va trouver sur la blockchain, on va pouvoir monter, effectivement, quand on va être du côté du demandeur, quand on aura eu accès à tout ça, des dossiers je dirais, internationaux qui vont être beaucoup plus fournis qu'on ne les avait avant. Donc, il faudra réfléchir à la fois en demande ce qu'on veut protéger, mais aussi des risques en défense quand il s'agira effectivement de se défendre dans le cadre d'une action. Donc, on voit qu'il y a les multiples usages de la blockchain et je dirais en conclusion que finalement, comme pour l'Internet, je pense qu'il s'agit quand même d'une révolution, d'une évolution certainement, mais quand même d'une révolution grâce à cette traçabilité et cet aspect secret, et puis la masse d'informations que l'on peut mettre. Et nous, juristes, nous ne devons pas passer à côté du train et nous faire prendre la main par les techniciens ou les spécialistes, pardon William, les spécialistes de l'Internet. On doit garder la main parce que l'on voit bien que si on n'a pas de stratégie en interne, s'agissant de la façon dont va être utilisée la blockchain, quelquefois tout à fait pour autre chose, à des fins marketing ou je ne sais quoi, les conséquences possibles en termes juridiques pourront être colossales. Donc, il faut absolument que le juriste soit au centre de l'atome et de la fusée nucléaire, si je puis dire, pour garder la main et faire en sorte de constituer une équipe dans laquelle il a toute sa valeur et toute sa force. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Isabelle de cette présentation très intéressante, très vivante, très complète, très comparée. En fait, on sent bien effectivement qu'il y a des possibilités considérables puisque dans les exemples que tu as donnés en matière de droit d'auteur ou de brevet, on voit bien qu'on peut enregistrer, pour utiliser un terme plus classique, toutes les étapes d'une création, toutes les étapes d'une invention. C'est illimité. En fait, c'est illimité. C'est traçable, c'est secret. Maintenant, il faut, et c'est la clé en fait du succès de cette technologie dans notre domaine de la propriété intellectuelle, il faut que ça soit fiable. Et il faut que ça soit, il faut également que, comme tu l'as dit, devant les tribunaux, on soit capable de convaincre un juge que ce document qui va représenter, sur lequel on aura rentré toutes ces données, est un document qui peut être une preuve et arriver à ce que ce soit une preuve irréfutable. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Sylvia. Alors, Martine, est-ce qu'auparavant, parce que c'est peut-être pas suffisamment évident pour les gens, est-ce que William, vous pouvez montrer à l'écran un certificat, un ancrage, pour qu'on voit à quoi ça ressemble et la difficulté donc qu'il va y avoir à faire le lien entre le certificat que l'on a et ensuite l'objet qu'on en a protégé. Oui, alors peut-être je peux montrer le certificat après la présentation de Sylvain parce que j'ai pas le certificat sur moi. Pardon. Mais je prépare ça pour vous faire une démonstration d'une vérification et d'un certificat après. D'accord. Alors, on passera la parole tout à l'heure. Sylvain, c'est à vous, huissier de justice. On sait, nous, avocats, à quel point on fait appel à vous, qu'on soit en demande ou en défense dans un litige en contrefaçon, mais votre rôle va être peut-être d'autant plus important dans ce domaine de la blockchain. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à ICC France d'organiser, donc effectivement, c'était à la base prévu avec des pains au chocolat, etc. Mais bon, les circonstances font que on a quand même ce plaisir de tous se retrouver, certes devant un écran, mais au moins on est tous ensemble. Donc merci beaucoup à tous d'être présents. Je vais commencer juste il y a eu un point de l'intervention d'Isabelle qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand elle a parlé de la question des Wayback Machines. Et effectivement, on sent un témoignage de la recevabilité de la preuve en droit français de la blockchain, puisque pour la Wayback Machine, les sites d'archivage en ligne, il y a eu un long processus en jurisprudence et en fait, la question se posait en jurisprudence parce que c'était la question du tiers. Quelles étaient les conditions de fonctionnement du site Wayback Machine, etc. Donc, on avait beaucoup de doutes, de suspicions sur le tiers, et le fait que la Cour d'appel de Paris ait admis une preuve extraite de Wayback Machine, et en plus, depuis, il y a eu quelques décisions en ce sens, ça montre que le rapport au tiers dans l'ère d'Internet, dans l'ère numérique, même si on n'a pas physiquement le tiers, eh ben, il peut être digne de confiance. Et là, je reviens un petit peu sur l'intervention de William qui disait que la blockchain, en fait, c'était un peu pour se passer des tiers de confiance. Il y avait eu un colloque à la Cour de cassation sur ce point. Moi, je vais vous parler, vu qu'on a entendu l'intervention de William, c'est vrai, blockchain, c'est top. Au niveau informatique, c'est sécurisé, ça permet une traçabilité, et ça permet de suivre un processus de création. Mais c'est vrai que avec l'intervention d'Isabelle, on dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait en cas de litige, puisque le cadre juridique français est encore, on va dire, émergent, voire même inexistant. On n'a qu'un simple décret pondu, en tout cas publié la veille d'un soir de Noël. Et on a beaucoup, effectivement, d'inspiration en droit comparé. Et là-dessus, félicitations, Isabelle, pour cet exposé de droit comparé. Moi, je vais essayer d'être à la hauteur des précédents intervenants. Je vais vous faire une intervention toute simple, parce que tout simplement, la blockchain est un sujet très technique qu'on essaye de s'approprier. Nous sommes des juristes, et c'est pour ça que c'est difficile. Alors déjà, c'est les fondamentaux. Pourquoi prouver? Et puis, la question qu'a soulevée Martine, c'est quand prouver? Et puis, comment prouver? Là-dessus, William en a parlé de la question de comment prouver. Et enfin, j'ai parlé du rapport de l'huissier de la blockchain avant de conclure. Mon premier point, c'est donc pourquoi prouver? Alors la réponse est simple, parce que tout simplement, vous n'avez pas le choix. Alors même qu'en principe, aucune formalité de dépôt ou d'enregistrement n'est nécessaire pour obtenir la protection du droit d'auteur. Mais en cas de contrefaçon, il convient de prouver votre antériorité et ce que vous avez créé. Voilà, est-ce que ce que vous avez créé est bien ce que vous contestez à votre adversaire? On est vraiment dans le contentieux. Et comme je disais, pourquoi prouver? En fait, c'est parce que l'équation est simple. Si vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de droit. Et si vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de procès. Tout simplement. Vous ne pouvez pas défendre votre droit. Donc vous le perdez. Voilà. Et en fait, on peut même dire que la preuve judiciaire est presque consubstantielle en procès. Si vous ne pouvez pas prouver, inutile d'engager des négociations. En tout cas, vous serez très faible en cas de négociation. Et encore moins un procès. Alors la question encore, pourquoi prouver? Donc, en conclusion, c'est ne pas prouver, c'est de ne pas avoir de droit. Il n'existe pas de présomption favorable aux demandeurs, sauf certains cas, strictement encadrés par la loi. Et c'est vraiment exceptionnel. Et comme le dit l'adage, actorium comic probatio, on va arrêter là le latin, c'est celui qui allègue de l'existence d'un droit qui a le devoir de prouver. On a donc compris, à travers cette brève introduction, l'impératif de la preuve. Alors maintenant, c'est prouver oui, mais prouver quand? C'est le deuxième temps de mon propos. Quand prouver?
En toute hypothèse, on le sait bien, il faut prouver une antériorité. C'est le prix de la course. Le prix de la course est bien souvent le meilleur. Idéalement, en fait, la preuve doit être créée presque, enfin, la création de la preuve doit être presque concomitante à la création de l'œuvre. Et sur ce point, c'est vrai que la blockchain, comme l'a exposé William, permet une traçabilité. Ça répond à cette problématique. Mais pour autant, on ne va pas attendre le procès pour se constituer une preuve. Il est trop tard. Comme je vous disais, il faut travailler le plus en amont possible. L'idée, c'est qu'il convient de travailler de manière préventive, le plus tôt possible. Et pour ce motif, la blockchain, par sa simplicité, parce que oui, en fait, elle est simple d'utilisation, même si c'est vrai que pour la comprendre, là, on est très vite confronté à nos lacunes informatiques, mathématiques. Mais dans l'utilisation, elle est simple. Blockchain UIP, je pense, William, tu me contrediras ou non, après, ton objectif était de créer un outil le plus populaire possible pour que quiconque puisse s'en servir. La blockchain, donc, est simple et accessible et constitue un excellent moyen de tracer le processus de création dans le temps. Pour autant, et vous le savez, hein, il convient de produire la preuve dans le procès, même cela préconstitué le plus tôt. D'accord, mais comment? Parce que la blockchain est un mot dont on entend tous parler. Alors c'est très bien parce que maintenant, quand vous publiez un article avec le simple mot blockchain, vous savez que vous allez publier. C'est un mot à la mode, mais il faut pouvoir s'en servir. Comment prouver? Alors déjà, comment prouver quoi? Comment prouver actuellement? Voilà, en 2020. Faut rappeler qu'il y a quelques années, on ne savait pas ce qu'était la blockchain. La blockchain n'était même pas née. Internet remonte à peine 35-40 ans. Et puis après, il faut analyser quand même les forces et les faiblesses de la preuve. Comment prouver quoi? Alors, on le sait, la création est un fait juridique qui génère des droits pour son auteur. Et comme l'a dit Isabelle, puisque c'est un fait juridique, la preuve est libre. Et pour autant, la preuve par soi-même porte en son sein de nombreux soupçons. C'est vrai que l'exemple de la déclaration sur l'honneur, certes, la Cour de cassation a admis, mais on se dit, oui, il a quand même fallu monter jusqu'en Cour de cassation. Franchement, ça fait beaucoup. Oui, une déclaration sur l'honneur est valide, sauf que il faut que ce soit corroboré par des faisceaux concordants. Une question d'objectivité. Donc la preuve à soi-même est toujours une source de soupçon. C'est pour ça qu'on pense historiquement à un tiers. Alors, c'est vrai, très rapidement, on se souvient des modes de preuve qui étaient irrationnels au Moyen-Âge, les ordalies, les duels, voilà, on faisait appel à une sorte de volonté divine pour désigner celui qui avait raison au cours d'un procès. Alors, on faisait appel à Dieu. Bon, et puis, l'époque a évolué, on est devenu un peu plus rationnel, à défaut de Dieu, on s'est tourné vers des tiers. Vers des tiers intéressés, parce que le tiers désintéressé est réduit. Voilà. On va voir celui qui avait les cheveux blancs. On va voir le druide. Et on va voir le notaire. Voilà, celui qui n'a pas d'intérêt. Et la blockchain, dedans, comme j'exposais tout à l'heure, même si elle est impersonnelle, même si elle n'est pas personnifiée, même si elle n'est pas humaine, elle peut recevoir la confiance de l'humain, tout comme Wayback Machine. Actuellement, c'est vrai que la protection du droit d'auteur s'effectue souvent par l'intermédiaire d'un tiers, bien souvent un tiers de confiance. C'est le constat de l'huissier qui est très, très courant, assez facile. On va chez l'huissier, on dépose le document notarié, l'enveloppe solo, avec toutes les limites juridiques, physiques et temporelles qu'a soulevé Isabelle. Et puis la lettre recommandée à soi-même avec bien évidemment les problématiques de traçabilité et de temporalité. Et puis, c'est ce que disait Martine, avec des documents divers de la vie des affaires, les documents marketing ou publicitaires, les dessins, les croquis, les correspondances, mais il faut que ce soit daté. Voilà.
C'est l'important, c'est la date, c'est le temps dans le procès, l'antériorité. Quand je vous exposais tout à l'heure, c'est le souci de la preuve par soi-même, donc on se préconstitue, c'est que certes c'est recevable, mais il y a une grosse partie de suspicion. Et pour ça que le recours au tiers, moi je considère la blockchain comme un tiers, en fait, parce que c'est un ensemble de tiers, c'est un ensemble de mineurs, voilà, on va tous vérifier, et s'il y a plus de 51%, c'est admis. Mais c'est un tiers anonyme et impersonnel. C'est vrai que là-dessus, le droit, en tout cas le procès, entretient une relation très ambiguë. On peut parler de méfiance, voire même de défiance avec ce qui est anonyme. Les attestations anonymes en matière de propriété intellectuelle, c'est non. Et on a vu dans le cas du contentieux du constat d'achat, toutes les problématiques qui se tournent autour du tirage d'auteur qui, en aucun cas, ne peut être anonyme. On aborde là, donc, je vous ai parlé un petit peu des faiblesses, en parlant du titre, des faiblesses du système actuel, puis je vais essayer d'accélérer puisqu'il est 10h50. La protection, en fait, le problème, c'est que actuellement, la protection par un huissier, par un notaire ou solo, s'effectue toujours a posteriori. Et nous, au fur et à mesure de l'élaboration de la création. La blockchain permet cela. Et en fait, au final, c'est la création terminée, presque, qui est déposée chez l'huissier. Or, la contrefaçon, par le biais peut-être d'un espionnage économique, a pu commencer en amont, avant même que l'œuvre soit terminée. Le constat d'huissier, vous le savez, l'enveloppe solo limitée dans le temps. Voilà, tout cela constitue de très forts arguments en faveur de la blockchain. Mais la blockchain, c'est bien, il ne faut pas ignorer les faiblesses. La faiblesse, c'est, comme l'a exposé Isabelle, et comme l'a rappelé Martine, c'est qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire en droit français. Et voilà, dans tous les cas, au premier procès, ça fera jurisprudence. Il y aura appel, il y aura cour de cassation, etc. Et en droit international, il y a encore peu d'inspiration. Et on arrive à cette situation où on commence à réfléchir, à légiférer la blockchain en droit français. On a un décret du 24 décembre 2018, mais devant les tribunaux, pour l'instant, il n'y a rien. Pour autant, la recevabilité devant le juge français ne semble pas contestable, on le sait, la preuve peut être produite par tout moyen. Donc on arrive à cette situation où la technique, l'informatique, est en avance sur le droit positif. C'est pour ça qu'il faut prendre de multiples précautions et envisager le duo, le tandem, blockchain-huissier. L'alliance blockchain-huissier, en fait, ça peut être pour plusieurs choses. On peut penser déjà à une intervention au moment du dépôt. C'est-à-dire au moment où je dépose sur la blockchain, je dépose concomitamment chez l'huissier de justice. Pourquoi? Parce que tout simplement, la blockchain va certifier une intégrité, une traçabilité. Mais la blockchain ne va pas dire, ne va pas statuer sur la vérité ou l'authenticité. Voilà, c'est-à-dire que je peux créer, par exemple, je peux déposer aujourd'hui sur la blockchain le dernier livre de Bernard Weber, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est moi l'auteur. Pour autant, il y aura une trace blockchain. C'est vrai que ça peut être étonnant, cette question d'alliance blockchain-huissier, puisque, comme l'a dit William, la blockchain, ça a été fait un petit peu par défiance, par rapport au tiers de confiance. Voilà. Pourquoi faire confiance à un tiers alors que tous ensemble, on peut se constituer une preuve? Ben pourquoi? Parce que tout simplement, et comme le disait Isabelle, ce qui est ancré dans la blockchain, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas par exemple ce gobelet, c'est son empreinte numérique, c'est un fichier, une suite alphanumérique, qui est plus ou moins longue en fonction du hash utilisé. Et la preuve, donc du coup, c'est un certificat. Certes, on a un papier avec une suite alphanumérique, mais ce n'est qu'un bout de papier. Si vous allez devant le juge, il va vous dire, oui, ok, d'accord, c'est un bout de papier imprimé. Il va falloir donc traduire. La blockchain est, entre guillemets, aveugle, c'est-à-dire qu'elle est dans son monde réel, dans son monde, et une fois qu'on extrait de la blockchain pour la produire devant le juge,
il faut assurer une traçabilité dans le monde physique, dans le monde, entre guillemets, réel. Voilà. Même si on sait que la blockchain voilà, c'est le matin, qu'elle ne peut pas être corrompue, pour autant, dès qu'elle sort de la blockchain, là, il peut y avoir des risques de corruption. Ne serait-ce que quand on quand on imprime le document, on imprime sur du papier jaune. Voilà, les couleurs vont être modifiées, des petits trucs là. En pratique, en fait, pour vérifier l'intégralité du document, l'huissier de justice va comparer le hash, c'est-à-dire l'empreinte numérique du document qui lui est présenté avec le document original, ce qui est présenté sur la blockchain. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'il appartient à l'huissier de justice, qui doit être neutre, impartial, effectuer des constatations objectives, d'effectuer en fait un constat comparatif? Sur ce point, un constat comparatif, après un bref soubresaut de la Cour d'appel de Paris en 2016, c'est admis en jurisprudence. 21 décembre 2017, la Cour d'appel de Bordeaux, je peux tout à fait dire, et d'ailleurs cette jurisprudence était relative à une question de propriété intellectuelle, que l'objet A est strictement mesure autant de centimètres que l'objet B, ou alors qu'il est de la même couleur. Et puis surtout, il faut prouver que la blockchain en est une. Voilà, qu'elle soit publique ou privée. L'intervention de l'huissier permet donc de démontrer au juge que la blockchain en est bien une. Voilà, il y a des conditions de fonctionnement de la blockchain. Si on part sur une blockchain publique, privée, etc., il faut pouvoir expliquer et dire que oui, c'est fiable. On peut dire que c'est une blockchain. On peut même penser, comme Isabelle l'exposait, à une blockchain mixte. Et l'huissier va donc permettre de démontrer que à l'entrée et à la sortie de la blockchain, c'est identique. Et donc, ce qui est produit au juge et qui doit emporter sa conviction correspond effectivement à ce qui a été ancré. En d'autres termes, l'huissier de justice assure la traçabilité, l'intégrité, et je dirais, le terme est peut-être un peu fort, la survie de la preuve blockchain dans le monde réel, quel qu'en soit le support. Alors, il faut bien attirer l'attention sur le fait qu'on peut créer une blockchain, par exemple, sur un protocole d'empreinte numérique, c'est du SHA-1, SHA-1. Mais bon, ça est critiquable et maintenant, c'est beaucoup plus intéressant de prendre des protocoles d'empreinte numérique qui sont beaucoup plus évolués. Mais ça, voilà, si on va devant le juge en disant c'est une blockchain, mais elle est sur du SHA-1, on va effectivement vers une contestation de la solidité de la blockchain. Actuellement, la Bitcoin, etc., ne travaille pas sur cette méthode de hash. En conclusion, et on aura fini pile poil à l'heure, la blockchain peut constituer un outil de sauvegarde au quotidien. La fiabilité technique, comme l'a démontré William, est incontestée. La seule chose qui peut un petit peu rebuter, c'est l'absence d'antécédents judiciaires, mais ça va bientôt arriver. Et en fait, bien souvent, je pense que ça va faire comme en matière de constat d'achat et comme d'ailleurs en matière de contentieux des constats de dossier général, focaliser sur le fait qui a été ancré dans la blockchain, mais sur toutes les conditions techniques. Voilà. Est-ce que c'est bien une blockchain? Est-ce que les timestamps sont bons? Etc., etc. Voilà. Sur tout ce qui est en haut, sur l'élaboration de la preuve et non pas sur la preuve elle-même. C'est pour ça que le constat de l'huissier, en fait, va certes se focaliser sur l'œuvre, mais également se focaliser sur le processus de la création de la preuve. L'alliance de la blockchain et du constat de l'huissier peut donc constituer des pistes de la preuve en matière de propriété intellectuelle pour aujourd'hui, en ce qu'elle va, en fait, sécuriser judiciairement la preuve blockchain et donc les intérêts de celui qui s'en prévaut. Je vous remercie beaucoup. Je crois que, voilà, il est 10h57. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylviane. William, vous pouvez nous montrer alors ce qu'a demandé Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire nous donner un exemple de ce que ça peut représenter un enregistrement, enfin un neurodatage blockchain, parce que si j'ai bien compris, il appartiendra à l'huissier de convertir
tous ces éléments numériques et illisibles en éléments de preuve non seulement fiable, mais totalement incontestable, qui convaincra le magistrat d'une date de création, du contenu de la création, etc. Vous pouvez? Voilà. Alors. Oui, tout à fait. Alors, déjà, comment est-ce qu'en fait on heurodate un document dans la blockchain? C'est pas comme ça a été dit, en fait, on va calculer une empreinte digitale de ce document, qui est un peu comme une empreinte digitale d'une personne, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de reconstituer l'individu, mais l'individu a toujours la même, et on peut identifier à coup sûr grâce à cette empreinte. Et ben, c'est pareil pour le document, on calcule en fait l'empreinte digitale du document, et cette empreinte, on va l'insérer dans une transaction Bitcoin qu'on va diffuser dans le réseau. Quand vous envoyez des bitcoins ou même sur d'autres blockchains, vous avez la possibilité d'ajouter un certain nombre de caractères, l'équivalent d'un tweet. Et par exemple, on pourrait imaginer qu'on envoie 2 € et qu'on écrit dans la transaction bah, « Merci beaucoup de m'avoir avancé le café ». Alors évidemment, personne ne fait ça, mais on peut le faire. Et nous, on utilise cette fonctionnalité pour mettre l'empreinte numérique du document à la place du petit message arbitraire et pour le répliquer sur toutes les copies intégrales de la blockchain. Donc, un certificat, ça ressemble à quoi? Vous allez avoir, par exemple, le nom du document. Donc là, c'est vraiment un certificat que j'ai de test que j'ai fait. Vous allez avoir le type de création. Vous allez avoir la date de création déclarée, c'est-à-dire la date à laquelle on dit avoir réalisé la création en heure universelle. La date d'ancrage, qui est en fait la date à laquelle eh bien, l'empreinte a été incluse dans un bloc qui a été inclus dans la blockchain. Vous allez avoir le titulaire, donc ici c'est Léonard de Vinci, sa cote-part et un certain nombre d'informations techniques qui vont permettre de vérifier mathématiquement la preuve blockchain et pas seulement faire confiance aux certificats et aux rosaces qu'on peut voir derrière. Alors, parmi ces informations, on a l'empreinte numérique du document, qui est juste là, en fait. Quand on dit qu'on prend l'empreinte digitale du document, en fait, ça correspond à cette suite de chiffres et de lettres inintelligibles. Vous avez l'identifiant de la transaction Bitcoin, qui est un peu un numéro de transaction unique qui permet de la rechercher comme dans un moteur de recherche, le numéro de bloc et l'heure à laquelle le bloc a été ajouté. Et donc, ces informations, en fait, elles vont permettre de vérifier la preuve. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en pratique? Je vais vous faire une petite démonstration rapide en direct avec un document que j'ai ancré. Donc, on va avoir des vérificateurs open source dont le code est libre. Donc, celui-là, c'est celui de Blockchain Your IP, mais évidemment, tout le monde peut avoir un vérificateur ou créer son propre vérificateur. Les huissiers, demain, pourront également avoir leur vérificateur. L'objectif étant qu'il y en ait un maximum afin qu'on puisse vérifier sur plusieurs vérificateurs si nécessaire. On va prendre un document, ici c'est la Joconde, je le dépose. Là, ce que le vérificateur fait, c'est qu'il calcule l'empreinte digitale que je vous ai montré tout à l'heure, mais il le fait côté client sans le uploader. Et ensuite, je vais déposer mon certificat dans un format technique. Et grâce à ce certificat, eh bien, le vérificateur il va remonter dans la blockchain pour vérifier que l'empreinte est bien incluse. Et là, il me dit ça a été timestampé le 21/7/2017. Donc, j'aime bien cette preuve. Ça permet de montrer qu'on était déjà en activité il y a un moment à faire des preuves Bitcoin. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais William, j'ai toujours pas vu la… Alors, la Joconde, en fait, eh bien, j'ai glissé j'ai glissé dans le vérificateur. Et c'est le vérificateur qui a calculé son empreinte, qui a calculé son empreinte numérique. Mais il faut savoir que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Finalement, les systèmes de preuve actuels, comme l'enveloppe solo électronique ou la signature électronique, en réalité, on calcule le même type d'empreinte, sauf qu'à la place de l'écrire sur 50 000 copies de la blockchain, eh bien, on le met sur un serveur centralisé, mais qui est réputé de confiance. Et comme l'a dit Sylvain, dans le cas de la blockchain, en fait, on n'a pas un tiers de confiance, mais quelque part, on a toutes ces personnes qui ont une copie qui vont jouer ce rôle.
Merci. Merci beaucoup à tous les. Merci beaucoup à tous les trois, vraiment, de ces interventions passionnantes qui nous laissent entrevoir des possibilités absolument illimitées d'utilisation de la blockchain. Il faudra qu'on réorganise quelque chose dans quelques mois pour voir où on en est, si une décision est intervenue en France, si ce système de protection est reconnu. Et merci au comité, à ICC France, au comité français de la Chambre de commerce internationale d'avoir permis l'organisation de ce séminaire. Et comme elle n'était pas là à l'introduction, je passe la parole à Emmanuelle Buteau-Stuck, qui est la déléguée générale ICC France, pour la partie. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je voudrais bien sûr commencer par remercier Martine, notre commission propriété intellectuelle, l'une de nos 10 commissions thématiques. Merci beaucoup à Martine pour avoir pris cette initiative aujourd'hui, qui est en plus la deuxième de l'année, parce qu'on a eu également une initiative tout à fait intéressante au début du mois de février. On a pu croiser les expertises d'un fiscaliste avec l'expertise des spécialistes de propriété intellectuelle sur le nouveau régime de la patent box française. Merci beaucoup aux intervenants, aux experts qui ont dédié de leur temps, de leur expertise. C'était extrêmement précieux et extrêmement complémentaire. Et je voudrais dire que ce webinaire, c'est un peu une vitrine, en fait, de tout ce que vous pouvez trouver chez ICC France. C'est-à-dire que chez ICC France, vous avez une capacité à mobiliser des experts très pointus dans différents domaines. Vous avez évidemment une capacité à élaborer des analyses juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais aussi dans le domaine du droit de la concurrence ou des procédures douanières, non seulement en France, mais évidemment, comme l'a fait brillamment Isabelle, dans un exercice de droit comparé, puisqu'évidemment, en tant que comité français, nous avons accès au formidable réseau de la Chambre de commerce internationale, c'est-à-dire 90 comités nationaux et 12 000 chambres de commerce. Donc, ça permet à nos travaux d'être immédiatement inscrits dans un paysage international et de pouvoir faire des benchmarks et de pouvoir identifier des bonnes pratiques. C'est particulièrement utile parce que, comme on l'a constaté aujourd'hui, on voit globalement que les solutions technologiques sont plus avancées que les réflexions juridiques. Donc, évidemment, nous, on est là au niveau d'ICC France pour permettre aux entreprises d'utiliser ces nouvelles solutions technologiques et donc aller convaincre les législateurs, les régulateurs, les magistrats de faire les adaptations nécessaires dans les cadres existants, voire de mettre en place de nouveaux cadres qui vont être pertinents par rapport à cette révolution numérique. La promotion des solutions technologiques, c'est vraiment une des priorités de l'année 2020. Parce que c'est une des grandes conséquences de la crise du coronavirus. Avec la disruption des chaînes d'approvisionnement, on voit que tous les acteurs vont investir massivement dans ces technologies, en digitalisant un maximum d'outils. C'est vrai dans le trade finance, c'est vrai dans la propriété intellectuelle, c'est vrai dans les procédures de dédouanement. Donc, ça va vraiment être une de nos priorités cette année. Et donc, j'invite évidemment ceux qui se sont connectés aujourd'hui, qui ne sont pas encore membres d'ICC France, à aller sur notre site. Moi, je me permettrai de prendre contact avec eux personnellement pour leur présenter nos adhérents, qui sont des entreprises CAC 40, qui sont des cabinets d'avocats, qui sont des fédérations professionnelles, et pour leur présenter offre pour des conditions d'adhésion qui sont très raisonnables, parce que je dirais c'est une adhésion pour 2 entités. Quand vous adhérez à ICC France, vous pouvez participer à tous nos travaux des commissions thématiques et rencontrer des entreprises comme Engie, L'Oréal, Alstom, Sanofi, Michelin, etc. Mais en même temps, vous pouvez participer aux travaux des commissions internationales dans tous les domaines qui concernent l'arbitrage, la propriété intellectuelle, la concurrence, les procédures douanières. Voilà, donc un très grand merci pour votre participation à tous. J'espère que ça vous a intéressé. On prendra sans doute encore ce type d'initiative. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Et vraiment, merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Vraiment, c'était très intéressant. Ok, on y va.